Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire Virtual électronique, le dernier de l'année. Pour les fêtes de Noël, un sujet lumineux, brillant. On va traiter des LED. Et on est parti. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Sylvain Lebras qui est le présentateur principal. Et je serai là en tant que modérateur. Et il y a même d'autres. On est toute une équipe derrière à faire la modération. On est plusieurs pour cette dernière session, vu le nombre d'inscrits. Alors comme d'habitude, la session va durer 45 minutes à 1 heure, où on se laisse de la flexibilité pour les questions-réponses. On essaiera d'y répondre, de répondre à toutes les questions en live. Et si on ne peut pas, ben on le fera derrière par mail. Donc pour votre confort, il n'y a pas de micro, mais vous pouvez poser vos questions via la petite interface questions que vous avez, quelle que soit l'utilisation, le mode d'utilisation, ordinateur ou tablette. Voilà. Bien sûr, on a un petit questionnaire à la fin, on sera ravis d'avoir vos retours. On aime bien essayer d'améliorer nos sujets. Les webinaires seront disponibles en replay dès cet après-midi sur notre site, sur notre page web, ou bien au même lien d'ailleurs d'inscription. Et voilà, j'espère que tout le monde est bien connecté. Pour vérifier cela, donc je vois que les nombres d'inscrits continuent à croître. Le temps de commencer. J'espère que Sylvain, tu m'entends bien. On est bientôt Oui. prêt. Voilà, juste le temps que tout le monde teste son interface, je teste cette petite question. Est-ce que vous pouvez me dire par quel biais vous avez été informé de ce webinaire? Vous pouvez vous jouer avec l'interface, y répondre. Je compte jusqu'à 15 secondes dans ma tête. Comme ça, tout le monde est connecté, réveillé, prêt à être ébloui par la guirlande de Noël que va nous proposer Sylvain. J'espère que tu es prêt. Je vais fermer le sondage puisqu'on a déjà plus de 70% des personnes qui ont répondu. C'est parti. Bon, je le partage pour la forme. Et maintenant, Sylvain, je te laisse la main. Je sais que tu m'entends. Je coupe mon micro. Mon micro, pardon, c'est à toi. La présentation sur les LED. Je te laisse la main. Bonne Ouais. session. À tout à l'heure. Alors, je partage le moniteur numéro 2. Normalement, C'est parfait. c'est bon. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux pour ce webinaire sur le fonctionnement des LED et leurs applications. Comme vous avez pu le voir dans le petit email qu'on vous a envoyé pour faire un peu de teasing, les applications des LED vont bien au-delà de ce qu'elles étaient il y a quelques années. Désormais, de l'automobile, l'horticulture, on trouve des LED un petit peu partout. Alors, je change de pointeur. Ah, il y a deux slides qui sont passés d'un coup. Donc l'agenda d'aujourd'hui, on va passer tout d'abord sur les unités et les technologies de LED. On va voir en quoi ce composant-là et les effets de la température sont prédominants sur les LED. Les applications d'éclairage, l'efficacité, les applications de signalisation avec les LED et les applications de spécialité qui désormais recouvrent un peu plus que des marchés de niche, puisqu'on va le voir, les besoins pour l'horticulture, les besoins avec l'UV. En ces temps de Covid, on nous parle beaucoup de stérilisation par les UV. On nous parle également d'infrarouge, puisqu'on va nous parler de distributeurs sans contact. On va nous parler aussi de biométrie. On s'aperçoit que des applications de niche, finalement, bah, tous les gens, tous autour de la table, on les utilise en ce moment. Première chose, les technologies et les unités qui est autour des LED. Donc, vous connaissez probablement les LED, vous avez appris qu'il faut mettre 20 milliampères à l'intérieur. Bon, quand même, beaucoup de choses ont changé en une vingtaine d'années pour ceux qui ont quitté l'école il y a un petit moment déjà. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, la première chose, c'est une longueur d'onde, une intensité et une direction. On peut également retrouver des thématiques de polarisation. Donc, petit clin d'œil à une fête qui cette année a été un peu en demi-teinte, la fête, la fête des Lumières pour nos amis lyonnais. Donc, la photo provient de la fête des Lumières d'il y a quelques années. Donc, la lumière et sa longueur d'onde. En fonction de la longueur d'onde d'un rayonnement, on va tomber dans une zone qui va être exploitable par l'œil humain. Donc, c'est la zone qu'on appelle de visible. De chaque côté, on va retrouver l'ultraviolet ou
l'infrarouge. Donc là, on va rejoindre aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des capteurs hyperspectraux. Donc on en entend beaucoup parler, notamment dans le domaine de l'agriculture, du bâtiment, de la surveillance. Donc les caméras hyperspectrales, par exemple, j'ai souvent la question, c'est une caméra qui va généralement être capable de couvrir des longueurs d'onde de l'infrarouge jusqu'à l'UV. Ça va dépendre des applications, mais ça permet de révéler des détails qui ne sont pas visibles qui sont pas révélés par l'œil humain, mais qui sont visibles dans une bande de fréquence un petit peu plus large. Donc, on va retrouver en dessous de l'UV les rayons X et au-delà les micro-ondes. Donc, à chaque fois, on va modifier la longueur d'onde. Donc, ici, pour l'UV, environ 285 nanomètres. Et pour l'infrarouge, on va aller, pour les infrarouges proches, aux alentours de 1100 nanomètres pour les usages standards. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ces longueurs d'onde et en quoi l'usage des longueurs d'onde autres que visibles peut être intéressante pour nous. Donc une LED pour nous, c'est 3 domaines. On a à la fois un domaine électrique et 2 domaines optiques. Pourquoi je parle de 2 domaines optiques? C'est parce qu'on va avoir des unités qu'on appelle radiométriques et des unités photométriques. Qu'est-ce qui va changer entre le domaine optique photométrique et le domaine optique radiométrique? C'est que le photométrique va être pondéré par la ou les sensibilités de l'œil humain à la lumière. Donc cette sensibilité peut évoluer en fonction de l'âge, en fonction de l'usage que l'on fait de ses yeux, en fonction de pathologies. On a des personnes qui, par exemple, sont atteintes de la cataracte après une opération, vont pouvoir voir dans l'infrarouge. Donc bon, ça change un petit peu puisque les technologies évoluent, mais vraiment, il faut retenir on aura du coup des unités qui vont relever du radiométrique et des unités qui vont relever du photométrique. Donc commençons par la partie simple autour des LED. Le modèle électrique d'une LED. Donc le modèle électrique d'une LED, ça rejoint le modèle électrique d'une diode. On a une tension de coude. Alors je vais changer de format de pointeur. On a ici une tension de coude et à partir du moment où on va passer cette tension de coude, le courant va augmenter très rapidement, même avec un changement faible de tension. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction de la longueur d'onde dont je vous parlais tout à l'heure, on va retrouver des tensions qui sont différentes. Et plus la longueur d'onde est proche de l'infrarouge, plus la tension directe de la LED pour avoir du courant va être basse. C'est-à-dire que ici, vous avez une LED violette ultraviolette avec une tension d'environ 3 volts 2, 3 volts 3 pour avoir 20 mA. Si on change la fréquence, qu'on va vers du bleu, du vert, du jaune, du rouge et au-delà même de l'infrarouge, on va retrouver par exemple des optocoupleurs qui fonctionnent sur des fréquences de l'infrarouge avec une tension forward, une tension directe de l'ordre de 1 volt. Alors, slide suivant. Donc un composant, 3 domaines. Donc ici, la jonction, un fonctionnement qui relève de l'optoélectronique, le package également, donc là on va fonctionner en radiométrique, le système, l'environnement et le photométrique. Donc à chaque fois, on va perdre une partie de l'énergie que l'on met dans le composant. Donc une première partie sera perdue dès l'étape de la jonction sous forme de chaleur. Il va falloir gérer cette chaleur afin de maintenir des conditions de fonctionnement optimales pour la LED. Dans le package, une partie de la lumière va être perdue, notamment parce que les réflexions ne sont pas forcément parfaites, parce que une partie de la lumière va sortir sur un côté où on ne sait pas forcément l'exploiter. Et derrière, le reste des pertes vont être liées au transport. Donc, par exemple, le cheminement dans une fibre optique, le cheminement dans l'air ambiant. Et derrière, seule une partie de cette énergie radiométrique, de ce rayonnement radiométrique, va être convertie en informations utilisables par l'œil, donc du coup des informations photométriques. On va parler, lorsqu'on parle d'une LED simple, d'émissions monochromatiques. Donc ici, vous apercevez qu'on va passer du bleu, 470 nanomètres, le jaune, 590 nanomètres, et le rouge, 630 nanomètres. Donc là, on va préciser lambda dominante.
lorsque vous lisez une datasheet, vous allez vous apercevoir également qu'on a une deuxième valeur qui est le lambda peak. Alors, la différence entre ces deux lambda, c'est que l'une, lambda dominante, va être une unité photométrique et lambda peak va être une unité radiométrique. L'une sera plutôt celle vue par votre œil et l'autre sera plutôt celle vue par un instrument de mesure. On va revenir là-dessus. Donc, les courbes de sensibilité de l'œil sont au nombre de 2. En fonction de la luminosité ambiante, on va travailler soit sur les cônes, soit sur les bâtonnets de l'œil. Donc, on parle d'une vision qu'on appelle scotopique lors des conditions de faible illumination. Donc, typiquement, c'est pour ça que lorsque vous avez une luminosité qui est faible, on a l'habitude de dire que la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les chats sont gris, ça va recouper la définition de la vision scotopique. La vision scotopique ne va pas forcément vous donner la capacité à discerner correctement les couleurs, et surtout, elle va donner la part belle aux longueurs d'onde de l'ordre du bleu et du vert, ce qui va vous donner une richesse de couleurs relativement faible. De jour, on va passer sur une sensibilité de l'œil qu'on appelle photopique. Donc, dans les datasheets, on va parler uniquement de la sensibilité photopique de l'œil, sauf dans des cas très spécifiques, notamment dans le cadre de la navigation de nuit pour les applications militaires. Donc ici, on va parler de sensibilité dans le reste de la présentation de l'ordre du photopique. En fonction de la longueur d'onde, l'œil va avoir une réponse plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'à puissance radiométrique équivalente, l'œil va percevoir, là où il perçoit 100% d'une lumière verte, la même puissance radiométrique, mais sur une lumière bleue, va être perçue avec une intensité 5 à 10 fois moindre, comme vous le voyez ici. De la même manière, on va ici retrouver une intensité perçue au niveau du rouge qui va être 5 à 10 fois moindre. Alors, ça explique par exemple pourquoi on ne définit pas la puissance d'une LED ultraviolette en lumen, puisque le lumen est une unité qui est de l'ordre du photométrique et non du radiométrique. Et dans ce cas-là, une LED ultraviolette, vous avez beaucoup de puissance radiométrique pour une efficacité perçue par l'œil humain qui reste quand même très faible. Donc c'est là aussi qu'on va rencontrer des problématiques puisqu'on a une forte puissance radiométrique avec tous les impacts potentiels sur les tissus humains, sur la rétine, sur la cornée, et une réaction de l'œil qui est quasiment inexistante. C'est-à-dire que votre pupille ne va pas se contracter lorsqu'elle va être soumise à des rayonnements de type ultraviolet, même bleu, elle va se contracter relativement peu, et infrarouge également. Donc si vous avez des questions sur la partie photobiologie, on pourra y revenir. Mais retenez ici que parler d'unité radiométrique dans le cadre de LED ultraviolette, dans le cadre de LED infrarouge et même dans le cadre de LED bleu extrême, ça va être assez compliqué. Donc quelle différence il existe entre les unités radiométriques, le milliwatt, et les unités photométriques, le lumen ou le millicandela? Donc ici, j'ai pris la puissance de sortie radiométrique en rouge d'une LED, ici rouge orangé. Lorsque l'on va pondérer cette puissance radiométrique, qui est répartie sur un spectre allant du jaune au rouge vif, on va s'apercevoir qu'on va légèrement décaler la position du pic que l'on observe entre le lambda peak et le lambda dominant. Le lambda dominant, c'est la couleur moyenne qui est perçue par votre œil. Votre œil va vous donner une information de couleur et non pas une information forcément de largeur spectrale de la couleur. Donc c'est pour ça qu'on observe un décalage des lambda peak vers le vert. C'est-à-dire que ici, vous voyez que si on prend la moitié de la surface ici et l'autre moitié de la surface ici, le lambda dominant se situe ici, légèrement décalé en fréquence, en longueur d'onde plutôt, et du coup en fréquence, par rapport à l'unité radiométrique qui est l'unité crête. Donc si on reprend l'explication qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez ici que l'unité pic et l'unité dominante sont différentes
au niveau des deux, mais reste quand même relativement proche. Donc ici, retenez bien, unité photométrique et unité radiométrique. Alors maintenant, on va parler d'une technologie totalement différente, c'est le fonctionnement de la LED blanche. Donc là, alors on ne vend pas de LED directement allumé dans la bobine, bien sûr, il y a des effets spéciaux, vous connaissez déjà peut-être le principe. Donc ça, c'est une photo qui a été faite sans trucage. On a juste appliqué une lumière bleue de 405 nanomètres au-dessus d'une bande de LED. On a sorti quelques LED pour prendre la photo. Et ce que vous remarquez, c'est que sous l'effet d'une lumière bleue, ici, le matériau qui est placé, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce produit. Le matériau qui est placé va réémettre une lumière blanchâtre, jaunâtre, en fonction du type de matériau utilisé. Donc là, une autre photo qui provient d'une carte de démonstration. Donc là, je vous garantis, il n'y avait pas de courant, hein. On n'a pas fait circuler de courant dans les LED, on les a juste soumises au même traitement que les LED précédentes, c'est-à-dire une longueur d'onde de 405 nanomètres. Ces 405 nanomètres, en fonction de la température de couleur assignée à la LED, vont avoir un effet assez différent. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte au niveau de votre écran, mais ici on a quelque chose qui est plutôt orange et on va avoir un dégradé qui va monter jusqu'au jaune. Pourquoi une LED blanche est perçue comme blanche par l'œil? Alors, pour une LED blanche, on va mettre sous la couche jaune que vous voyez ici, une LED bleue. Une LED bleue à 450, 405 nanomètres. Et ici, avec cette LED bleue, ce que l'on va réussir à faire, c'est à traverser une couche, partiellement, plus ou moins, pour réussir à donner à l'œil l'impression d'une lumière blanche. Donc, en fonction de la répartition de la lumière bleue et de la lumière issue de la conversion par le phosphore, on va avoir une LED qui va avoir une température de couleur différente. Donc une température de couleur différente, vous avez peut-être l'habitude chez vous de changer les ampoules et vous apercevez qu'à un moment, vous mettez une ampoule, par exemple 6000K dans le garage et tout de suite, ça donne une ambiance lumineuse très très froide. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on a une augmentation de la proportion de bleu et une diminution de la proportion des longueurs d'onde qui vont du vert au rouge. Ça va vous donner une longueur d'onde qu'on appelle froide. Donc c'est un peu antinomique, hein, parce qu'on va monter en degrés Kelvin et on va redescendre dans l'échelle des températures. Alors, pour les lumières chaudes, les lumières incandescentes, les lumières de bougie typiquement, on va réduire la proportion de bleu et on va augmenter la proportion des couleurs du vert jusqu'au rouge. Et on va donner cette impression de couleur chaude. Donc ici, je vous ai remis les LED, donc vous voyez les couleurs chaudes ici, 2700K, et vous voyez le dégradé de couleurs qui apparaît. Alors, comment on va fonctionner pour donner ces différentes nuances? Donc déjà, dans 99% des cas, en tant que fabricant, on va conserver la même source lumineuse sous-jacente. Donc c'est-à-dire qu'on va rester sur cette source qui va avoir ici de 450 à 470 newton-mètres, excusez-moi, je suis un peu trop dans la mécanique, nanomètres. De 450 à 470 nanomètres, on va rester avec une source bleue. Par contre, on va changer ce qu'on appelle le YAG qui est devant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce YAG? Ce YAG, c'est un grenat yttrium aluminium. Pour être précis, dopé généralement avec du cérium. Donc, qu'est-ce que ça va changer? En fonction de la proportion de matériaux cérium qu'on va mettre, en fonction des températures de production, en fonction également d'autres paramètres qui relèvent plutôt de l'épaisseur de cette couche, ainsi que la nature du liant, on va réussir à aller, alors typiquement ici, pour cette couleur de YAG, on va être sur du 6000K, du 4000K, du 5000, du 6000K, du 4000K. Ici, on va être sur du 3000 et ici, on va encore descendre un petit peu. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique. Donc, on peut aussi réussir à faire des températures de couleurs différentes juste en faisant varier l'épaisseur
l'épaisseur de ce matériau-là qu'on va mettre. Alors le binder, qui est le liant qui est utilisé pour déposer cette résine sur la LED bleue, a vraiment une importance prépondérante et en fonction de l'homogénéité du mélange, en fonction de l'épaisseur de binder, de la qualité du binder, on va avoir une maintenance plus ou moins importante du nombre de lumens, donc de la puissance lumineuse des LED. L'autre élément important dans les unités autour des LED, ça va être l'intensité en candela pour un flux en lumen. Donc il faut retenir que le flux en lumen, c'est l'intégrale des photons qui vont sortir de ma LED, tandis que l'intensité, ça va plutôt être la somme des photons qui vont sortir dans un axe bien particulier. Donc vous voyez ici, si on prend des LED que vous connaissez bien, des LED 5 mm assez simples, on voit que le diagramme de radiation est assez étroit et on a quelque chose qui va envoyer de la lumière juste en face. Donc quand vous mettez vos yeux juste là, ça a tendance à laisser une petite marque plus ou moins indélébile, faites attention quand même. Donc ici, on a un émetteur qu'on appelle lambertien. Donc rien à voir avec Christophe Lambert, je vous rassure. Un émetteur lambertien, c'est quelque chose qui va avoir un diagramme de rayonnement ici, qui va être relativement arrondi, sans discontinuité. Alors on a également des LED de spécialité qui vont avoir des diagrammes un petit peu plus travaillés. Donc ici, vous voyez par exemple, ce type de diagramme va permettre d'avoir un rétroéclairage homogène. C'est-à-dire que dans l'axe, là où la distance par rapport à une surface pourrait être la plus faible, vous avez un peu moins de lumière que à 30 degrés, là où la distance sera un petit peu plus grande. Vous imaginez prolonger ce trait-là. Donc vous avez une distance plus grande, mais vous avez également un peu plus de lumière. Donc ça, c'est des LED de spécialité qui sont généralement reverse mount pour faire du rétroéclairage. Donc dans ce cas-là, un lumen va vous donner une intensité entre 0,5 et 5 candela. Ici, un lumen sur un émetteur lambertien va vous donner une intensité aux alentours de 0,33. Et ici, un lumen va vous donner 0,25. Vous voyez, si vous cherchez de l'intensité lumineuse, il faut aller sur des diagrammes de radiation étroits. Et si vous cherchez plutôt de l'homogénéité, vous allez aller chercher des émetteurs lambertiens ou des émetteurs elliptiques comme cela. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu sur la technologie derrière les LED. Donc j'ai une loupe pour faire ce zoom et j'ai également une loupe un petit peu plus puissante pour faire ce zoom encore plus près. Donc si on regarde ce qui se passe dans une LED ici de type top LED, on va s'apercevoir qu'il y a ce qu'on appelle un lead frame ici, qui va assurer la connexion avec la connexion électrique. Ici, vous avez un petit fil de banding, une puce. Alors, on va zoomer encore un petit peu, on va prendre un petit peu d'angle. On zoome encore sur cette LED. Et là, vous voyez vraiment ce petit fil en or qui vient connecter le sommet de l'écaille semi-conductrice ici. Ici, un binder, un liant, qui va permettre... Alors, il n'a pas de rôle électrique ici. Le rôle électrique est toujours assuré par un petit fil de banding. Et ce liant a juste un rôle thermique. Il va transférer la chaleur dans le lead frame. Et on a encore plus fort que des loupes chez Würth Electronic. On a également des Nanotomix de chez General Electric. Alors le Nanotomix, c'est vraiment super, que ça nous permet de sortir normalement des vidéos. Alors est-ce que celui-là va se réveiller et que je vais pouvoir utiliser la vidéo? Non. Bon, petit aléa du direct, désolé. Donc là, on n'a pas la vidéo, mais au moins on voit la composition du lead frame. Donc là, on va regarder juste les densités qui sont suffisantes pour voir les métaux. On ne voit plus le plastique. Et vous voyez ce lead frame ici qui va avoir un rôle de conduction électrique et thermique, même s'il n'est pas forcément optimisé, le fil de banding et le binder qui va servir de liaison thermique au niveau de cette LED. Donc ça, c'est une technologie assez ancienne pour faire des LED, mais elle est encore utilisée dans beaucoup de LED. Donc, comme on souhaite améliorer les prix, on va essayer de se débarrasser progressivement de ce petit fil en or, tout simplement parce que l'or, ça coûte cher. Et le process également au niveau du banding va être quand même assez compliqué et industriellement, c'est pas forcément ce qui est le plus rapide.
Donc, quand on fait l'analyse également au niveau d'un problème qualité d'une LED, on voit souvent que ce fil ici, notamment sur les LED de puissance, bah, il va avoir un double rôle, il va également jouer le rôle de fusible. Donc, si vous souhaitez faire des analyses qualité post-mortem d'une LED, n'hésitez pas, regardez ce petit fil-là et vous allez vous apercevoir que souvent c'est un point de fragilité. Donc, il y a relativement peu de composants qui sont aussi sensibles aux effets de la température. La LED est vraiment extrêmement sensible, donc ça ne va pas forcément impacter, de manière dramatique la performance de la LED, ça ne va pas la détruire tout de suite, mais ça va accélérer son vieillissement et ça va surtout modifier ses performances. Donc, je pense que la plupart d'entre vous avez des notions solides d'électronique et je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'on peut faire des parallèles quasiment directs entre le fonctionnement thermique et électrique d'une LED. Donc ici, on référence deux températures, à savoir la température de jonction et la température du solder pad qui va se trouver au contact avec le circuit imprimé. Donc l'impact de la température sur le fonctionnement d'une LED, vous le savez peut-être déjà, il va être lié au courant direct qui va être appliqué à cette LED-là, mais il va aussi être lié à la température. Donc ça peut s'avérer problématique, c'est si vous imposez une tension directe à plusieurs branches de LED et que vous avez une non-homogénéité de la température. Autant dans certains cas, la nature est bien faite, enfin, la nature ou la technologie est bien faite. Par exemple, un MOSFET qui va avoir plus de courant va chauffer et son RDS(on) va augmenter. Donc, si vous avez plusieurs MOSFET en parallèle, ils vont se répartir la température, ils vont se répartir le courant de manière assez équitable par effet de rattrapage thermique. Pour une LED, ça va se passer différemment. Donc, il faut faire attention à assurer une certaine homogénéité au niveau de la température sous peine d'avoir des grosses disparités sur le courant. Donc, alors pour information, normalement vous pourrez retrouver ces diagrammes-là directement dans la présentation. La présentation est téléchargeable directement et elle vous sera en plus fournie à la fin du webinaire. Le deuxième impact de la température va être sur l'efficacité. L'efficacité lumineuse, donc c'est une problématique que l'on a beaucoup en automobile, c'est une problématique que l'on a aussi beaucoup en éclairage. Donc l'efficacité est fonction du courant direct, de la température de jonction et également de ce qu'on appelle le hot-cold factor. Donc pendant des années, on nous a promis du 200 lumens par watt, on nous a promis des chiffres assez importants, avec une déception à l'arrivée, c'est que lorsque l'on met dans un luminaire une LED qui soi-disant fait 200 lumens par watt, bah, on se dit tiens, les lumens par watt n'y sont pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ces 200 lumens par watt, ils ont été caractérisés dans une zone où le courant est faible, voire très très faible, et où la température est ambiante, une vingtaine ou 25 degrés. Donc vous voyez ici qu'on est sur la même LED. La même LED va pouvoir avoir une efficacité en lumens par watt qui va décroître, qui va changer de manière très très importante. Vous voyez ici on est sur 150 lumens par watt, en bas du graphique on est sur 105 lumens par watt. Donc vous voyez que sur la même LED, en fonction de la température d'exploitation et en fonction du courant d'exploitation de la LED, on va se retrouver avec une variation qui peut aller du simple au double sur pas mal d'applications. Donc en l'occurrence ici, on passe de 109 lumens par watt à température d'environ 90 degrés, température de fonctionnement presque normale, température de jonction presque normale d'une LED, à une température à une efficacité dans la datasheet qui était plutôt de 125 lumens par watt. Donc faites-y attention et comparez surtout d'un fabricant à l'autre ce hot cold factor. Vous pourriez avoir des surprises parce qu'il y a des fabricants qui ont travaillé beaucoup sur ce hot cold factor. Il y a d'autres fabricants qui ont travaillé également beaucoup sur la résistance thermique de la LED. Alors, la température a également un impact sur la durée de vie de la LED.
Donc, on a différents impacts qui sont mesurables. Donc, on parlait tout à l'heure du binder qui peut s'opacifier progressivement. Donc, vous imaginez que ce liant qui vient stocker cette poudre phosphorée jaune va s'opacifier, hein. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement en cas de surtempérature. On voit également des opacifications des produits plastiques, un ternissement un ternissement des réflecteurs dans certains cas. Donc, sous l'effet combiné de la température, du courant, de l'oxydation, de la présence d'humidité, on va retrouver une dégradation de la quantité de lumière par rapport à une LED neuve en fonction de la température ambiante et du courant utilisé. Donc, ces données qu'on appelle le lumen maintenance, TM21, c'est uniquement des mesures statistiques, vont permettre de dire, bah tiens, au bout de 5 ans, ma LED va sortir seulement 90% de son lumen output nominal, enfin initial, on va dire. Bon, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, la plupart du temps, c'est l'alimentation qui claque avant la LED. Alors, pour une LED, le meilleur moyen qu'elle ne claque pas, c'est de l'utiliser dans son Safe Operating Area. Donc, son Safe Operating Area, dans la datasheet, va être donné et va être donné avec un certain courant, avec une certaine résistance thermique donnée en Kelvin par watt. On va revenir un petit peu sur cette résistance thermique. Donc, il ne tient qu'à vous, en tant que designer, au moment où vous faites votre PCB, d'avoir un mauvais ou un bon refroidissement. On va le voir un petit peu tout à l'heure avec des exemples aussi. Un bon refroidissement va vous permettre de gagner en capacité va vous permettre de gagner en température de fonctionnement et donc en efficacité. Un mauvais refroidissement va faire perdre en efficacité et peut-être également en durée de vie de la LED. Et on va retrouver une limite absolue ici, qui est la température de jonction maximale. Donc vous voyez ici, à 130 degrés de température de jonction, en gros, le courant maximum admissible tend vers 0. Si vous faites un bon refroidissement, même à une centaine de degrés de température ambiante, vous allez pouvoir exploiter une grande partie du courant nominal de la LED. Tandis que si vous faites un mauvais design thermique, ben là on n'est plus à une centaine de degrés, on va passer à 80 degrés par exemple, et vous allez tomber sur la même limite. Donc on y revient. Donc le gros avantage que je vous disais, c'est qu'on peut faire un parallèle quasiment direct entre le fonctionnement thermique et le fonctionnement électrique. Donc ici, la résistance thermique on va pouvoir faire directement le parallèle entre une résistance thermique jonction to solder, donc jonction ici, solder ici, et la résistance thermique solder to ambient. Donc la tension U amb ici va être égale à la température ambiante dans laquelle vous exploitez votre LED. Donc attention, quand on parle de température ambiante, si vous l'avez intégré dans un boîtier, c'est la température à l'intérieur du boîtier. Mais vous pouvez même ajouter ici, par exemple, la résistance thermique entre l'intérieur du boîtier et vraiment l'air ambiant à l'extérieur du boîtier. Donc vous voyez, l'avantage de tout ça, c'est que si on prend une hypothèse avec un courant de LED de 2 ampères, une résistance thermique junction to solder de 8 ohms, une résistance thermique junction to solder, solder to ambient de 25 ohms et une tension ambiante, une température ambiante de 25 volts. Donc là, je fais vraiment un parallèle bête et méchant avec le fonctionnement qu'on pourrait obtenir sur des résistances équivalentes avec une source de tension qui sert de socle. Et miraculeusement, vous allez vous apercevoir que on peut établir un parallèle quasiment parfait entre un modèle thermique et un modèle électrique. Donc ça veut dire qu'avec un logiciel de simulation, par exemple comme LTSpice, vous allez pouvoir définir la température de jonction à partir directement d'un parallèle électrique. Et ça va même plus loin, c'est que vous pouvez considérer l'inertie thermique. Vous ajoutez un condensateur, ça va modéliser une masse qui va mettre un certain temps à atteindre une température donnée. Donc là, ici, vous voyez vraiment, on applique exactement les mêmes calculs que l'on soit en tension sur ce modèle-là ou que l'on soit en température sur ce modèle-là. Donc profitez-en,
vous venez d'apprendre que vous êtes déjà capable de faire tous ces calculs thermiques. Nos datasheets vous fournissent les résistances thermiques. Et si vous voulez des ordres de grandeur de solder to ambient, n'hésitez pas, hein. On a déjà un grand nombre de données qui sont disponibles. Donc, le RTH SA, donc résistance thermique entre solder et ambient, n'est pas constant. Alors, il n'est pas constant en fonction de votre implémentation, mais il n'est pas constant non plus en fonction de la température ambiante et des conditions dont on va discuter. Donc, la première chose, la conduction dans le PCB a tendance, elle, à être plutôt constante. On va avoir une conduction de la chaleur. Par contre, la convection ne va pas être constante. C'est-à-dire que vous le sentez bien lorsque vous êtes lorsque vous êtes au-dessus d'un convecteur, lorsque la température du convecteur augmente, vous sentez un flux d'air qui va commencer. Et cette convection va faire que sur une LED, dès lors que vous allez atteindre une certaine température, un flux d'air va s'entretenir et va refroidir presque naturellement la LED. Les autres types de pertes qui ne sont pas constants, c'est les pertes par radiation. Donc les pertes par radiation ici vont être données en différence de température puissance 4. Du coup, excusez-moi, donc va être donné en différence de température puissance 4, donc ça va vous donner un RTH qui va, en fonction de la puissance que vous dissipez dans la LED, donner une élévation de température qui va être plus faible. Donc si je prends par exemple un cas d'application typique, donc je place une LED sur un dissipateur thermique noir. Ce dissipateur thermique noir fait 1 mètre carré. Il est dans une température ambiante de 20 degrés et en mettant cette surface à 100 degrés, on va avoir 680 watts de perte exclusivement par radiation. Si on se place avec ce dissipateur thermique à 50 degrés, on va avoir 200 watts de perte seulement par radiation. Et si on se place dans un ambiant à 35 degrés, là, vous voyez, on passe à 92 watts de perte par radiation. Donc, ça a un effet bénéfique, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir un PCB noir, si vous avez un dissipateur thermique noir, vous avez une température qui est inférieure. Ça explique aussi pourquoi en électronique de puissance, on peint systématiquement, quasiment systématiquement, les dissipateurs thermiques en noir. Un dissipateur thermique en noir va vous permettre d'avoir une température largement inférieure à un dissipateur thermique qui ne serait pas peint, qui serait laissé en aluminium anodisé ou en aluminium brut. Alors maintenant, ce sur quoi vous pouvez jouer aussi, c'est l'empreinte pour la dissipation thermique. Donc ici, vous avez la pire empreinte que vous pouvez faire, à savoir une empreinte où vous n'exploitez pas le pad thermique. En faisant ne serait-ce que ceci, donc en ajoutant ici une liaison thermique, alors malheureusement le designer qui a fait ça, c'est moi, j'avoue, sur ce cas-là, a laissé le frein thermique. En laissant le frein thermique sur cette LED, le frein thermique porte bien son nom, il va réduire la capacité de la chaleur à fluer dans ce plan de dissipation thermique. Donc la chose que vous pouvez faire pour améliorer, c'est, excusez-moi, mauvaise flèche, ça va être de supprimer les freins thermiques. Alors attention, si vous devez assembler une LED et que vous avez supprimé les freins thermiques, il faut bien maîtriser son process parce que la LED va être plus compliquée à souder. Donc ici, vous avez une performance thermique qui va augmenter par rapport au dessin précédent. Et là, si vous avez en plus l'opportunité de faire ce qu'on appelle des vias thermiques, et a fortiori, soit de les remplir de cuivre avec votre fabricant de PCB, soit de les remplir d'étain avec la personne qui vous assemble votre circuit imprimé, vous avez encore une conduction thermique qui va être importante et vous allez dissiper de la chaleur directement de l'autre côté du PCB. Donc vous voyez ici la mauvaise condition de refroidissement ici qui est perçue. Excusez-moi, la mauvaise condition ici de refroidissement est atteinte avec ce type d'empreinte et la bonne condition de refroidissement est atteinte avec ce type d'empreinte. Donc là, ça va vraiment changer la température de fonctionnement de votre LED et ça va également changer sa durée de vie et son efficacité.
Donc, les applications maintenant d'éclairage. Donc, par application d'éclairage, on va parler principalement d'applications autour de la lumière blanche, bien qu'elle ne soit pas exclusivement liée à la lumière blanche. Et on va introduire des unités qu'on a déjà abordées un petit peu, mais pour lesquelles je pense qu'il y a besoin de faire juste un petit rappel. Donc le lumen par watt, on en a déjà parlé. Donc le lumen, je vous ai dit que c'était l'intégrale de la lumière qui sort d'une LED, peu importe entre guillemets sa direction. Et le watt, bah, c'est l'énergie. Alors est-ce qu'on parle de lumen par watt à 25 degrés? Est-ce qu'on parle de lumen par watt à la prise? Est-ce qu'on parle de lumen par watt à la sortie du driver qui va fournir l'électricité à la LED? Donc là, c'est à vous de définir exactement ce que vous entendez par lumen par watt. Le lux, c'est également une unité radiométrique. C'est une unité radiométrique entre guillemets du bâtiment. C'est-à-dire que le lux va avoir une définition précise. Le CRI, le Color Correlated Temperature, donc le Color Correlated Temperature en français, ça va être la température de couleur corrélée. Et l'UGR, ça va être la partie éblouissement. Donc la partie éblouissement, ça, ce sont des choses qui vont... Lux et éblouissement, ça va être lié à votre application. Donc pour revenir sur Lux, Lumen et Candela, si on doit faire le résumé, le Lux, c'est dépendant de la pièce. Si vous avez des murs peints en blanc, parfaitement réfléchissant et que vous êtes à l'aplomb, vous allez avoir beaucoup de luxe, pourtant vous n'aurez pas forcément changé. Si vos murs sont peints en noir, vous allez vous retrouver avec une quantité de luxe largement inférieure. Donc le luxe, c'est l'objectif que l'on souhaite atteindre, par exemple quand on va éclairer un couloir qui pourrait servir lors d'une évacuation, d'urgence d'un bâtiment. Dans un établissement de santé, on va avoir à chaque fois dans le bâtiment des cahiers des charges en termes de luxe qui vont être dépendants de la température, qui vont être dépendants de l'application et du type de bâtiment dans lequel on est. Alors, le candela, c'est la quantité de lumière qui est perçue dans un axe, et le lumen, c'est la somme de tous ces rayons lumineux qui vont sortir d'une source lumineuse en particulier. Pour le color correlated temperature, c'est un petit peu plus compliqué. Donc imaginons ici que j'ai un conducteur, un filament, et je vais commencer à faire circuler du courant dedans. Lorsque je vais faire circuler du courant à l'intérieur, au bout d'un moment, la température va monter, si bien qu'il va commencer à émettre. Alors il va commencer à émettre tout simplement dans les longueurs d'onde les plus basses. Donc là, on commence à émettre dans l'infrarouge principalement, et on arrive sur la limite de perception de l'œil, qui est le rouge. Si j'augmente le courant à l'intérieur, là, on va se décaler et on va aller commencer à avoir une température au niveau du filament qui va être suffisante pour émettre des longueurs d'onde qui vont relever du jaune, etc., etc., jusqu'à, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de courant dans leurs composants électroniques, une lumière quasiment bleue. Bon, sur un filament, le but, c'est de rester quand même sur quelque chose qui reste dans des couleurs et des températures qui sont admissibles. Donc vous voyez ici, en augmentant le courant, je suis allé progressivement d'une lumière rougeâtre à une lumière bleuâtre. Donc la température au niveau de ce filament va être la CCT. Donc ici, à environ 6000 degrés Kelvin, on va se retrouver avec une température qui va être ici. Donc là, vous voyez que plus on va augmenter en température, plus ce qu'on appelle le lieu des corps noirs va se balader et on va avoir une émission lumineuse qui va correspondre sur un diagramme de chromacité ici à une certaine couleur. Donc, vous voyez ici, la CCT, c'est quelque chose qui est assez relatif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux LED qui font 4000K, mais une qui va plutôt tirer sur le vert et une autre qui va tirer sur le violet. On reste sur une LED de 4000K. C'est là qu'on a aussi l'importance de donner non pas juste le CCT, mais de donner les coordonnées chromatiques d'une LED. L'indice de rendu des couleurs, bah, peut-être que vous l'avez déjà vécu en vous mettant devant une salle de bain d'hôtel, devant le miroir de la salle de bain d'un hôtel, et vous vous dites waouh, j'ai une tête de zombie aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez passé une grosse journée, mais peut-être également que vous avez juste un petit problème avec l'indice de rendu des couleurs du tube fluo compact des années 90 qui est mis dans cette salle de bain. Donc l'indice de rendu des couleurs, ça va décrire la perception que l'œil a
des couleurs sous lumière artificielle. Donc, quand vous prenez par exemple un tunnel, vous avez des fois des lampes sodium haute pression qui vont vous donner une qualité de lumière très faible. Cette qualité de lumière très faible va être caractérisée par des raies spectrales qui vont être assez étroites et qui vont pas vous permettre forcément de voir très précisément les différences de nuances de couleur. Donc vous voyez par exemple ici, les deux verts sont bien différents sous un CRI relativement élevé. Par contre, les deux verts ici sont plus difficiles à discerner déjà lorsqu'on descend en indice de rendu des couleurs. Donc l'efficacité lumineuse, alors souvent dans le prospectus, on va vous donner du 180 lumens par watt, on va vous dire même maintenant un petit peu plus de 180 lumens par watt. Alors c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, hein, ce 180 lumens par watt. Il faut savoir que en fonction de l'indice de rendu des couleurs, par exemple, en fonction de la température de couleur, attendez, j'ai un petit sous-marin qui passe, à 25 degrés de température de jonction sur un dissipateur thermique infini, à 65 mA, qui est le courant de caractérisation et non pas le courant nominal de 120 mA, extrapolé depuis une valeur en millicandela. Donc là, on va s'apercevoir au fur et à mesure que l'on va dans la compréhension fine d'une LED, que les 180 lumens par watt, ça reste une promesse marketing. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir. Alors je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu de cette promesse marketing. Donc, la première chose pour s'approcher de cette promesse marketing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de réduire la température de fonctionnement de la LED. Donc, vous allez me dire, je ne peux pas forcément installer tous mes luminaires dans une chambre froide. Ou peut-être que mon luminaire est situé dans une voiture et que la voiture, elle va prendre des températures qui vont de moins 20 à plus 70, plus 80 degrés éventuellement, si vous avez la chaleur du moteur. Donc ici, vous pouvez travailler sur le hot cold factor et vous pouvez également travailler sur l'élévation de température qui va être liée au courant qui va circuler dans la LED. Donc si on prend un petit exemple, j'ai 3 LED en parallèle et je vais me placer d'un point de vue efficacité lumineuse environ ici, donc c'est-à-dire aux alentours de 115-120 lumens par watt. Si j'ajoute une LED supplémentaire, tout en conservant la même quantité de courant, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le courant dans chaque LED. En réduisant le courant dans chaque LED, je vais avoir un deuxième effet qui va être intéressant pour moi. Ça va être que la température de la LED au niveau du solder point va diminuer, puisque au lieu de répartir l'énergie entre 3 points, je vais la répartir entre 4 points. Et du coup, je vais avoir un deuxième effet bénéfique qui va être la réduction du solder point, la réduction de la température du solder point. Donc, si on fait une application numérique, on partait par exemple de 117 lumens par watt. Le simple fait d'ajouter une 4e LED et de réduire le courant auquel je vais fonctionner va me permettre de monter sur cet axe-là et d'aller vers 128 lumens par watt. Et le deuxième effet, qui est la réduction de la température sous l'effet de la répartition entre 4 LED de l'énergie et non de 3, va me permettre de monter à 131 lumens par watt. Donc, il faut toujours faire des compromis pour aller chercher une efficacité en lumens par watt plus importante. Alors, maintenant, le tri des LED, donc notamment en PLCC. Donc, le tri des LED, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Pour moi, le tri des LED, c'est assez problématique quand on va gérer le vieillissement d'un produit, tout simplement parce que les tris vont pouvoir être plus ou moins disponibles. Lorsqu'un produit va baisser en volume, le fabricant va avoir tendance à supprimer les raffinements de chaque tri et va dire bah, vous pouvez commander une 4000K mais qui va contenir les bins 401, 402, 403, 404. Donc ici, ce qui est important pour moi, c'est plutôt de vous dire si vous recherchez une homogénéité, bah, il y a une technique toute simple qui est utilisée par quasiment tous les fabricants de luminaires, ça va être de prendre ces 3
tri là. Et vu que vous avez beaucoup de LED sur une même carte LED, vous allez dire à votre, à votre EMS qui est chargé de l'assemblage des LED, bah, prenez des LED de tri différents, chargez-les dans la machine et faites ce qu'on appelle un scramble, donc un panachage des différents bins afin d'obtenir, vu de l'extérieur du luminaire, une répartition qui est proche de celle-là. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la partie scrambling. On a fait des études statistiques sur ces systèmes-là. Vous pouvez également, si vous avez des volumes suffisants, nous poser la question, est-ce que je peux commander du bin uniquement 401? C'est possible pour nous, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire des bins 402, 403 et 404 qui restent? Si vous prenez tous les bins 401, le scramble qui va être fait par nos autres clients ne va plus être du coup pondéré par le bin 401 et va se retrouver plutôt à se décaler dans cette zone-là, ce qui ne sera pas forcément intéressant pour nous. Donc si vous souhaitez avoir des luminaires qui sont homogènes, vous pouvez aussi assembler dans un même, dans une même bobine, vous allez retrouver uniquement des LED d'un même bin. Mais par contre, sur une livraison, vous pouvez vous retrouver avec des LED qui sont de bins différents. Donc maintenant, les applications de signalisation. Alors les applications de signalisation sont quand même assez anciennes et elles ont pas mal évolué. Par contre, on va retrouver un grand nombre de constantes, à savoir la définition. Alors là, on a l'exemple d'un panneau à message variable qui peut être utilisé. À votre avis, il faut combien de pixels pour réussir à rendre ce type de pictogramme? Donc généralement, les devinettes qui me sont soumises, c'est de l'ordre de 300 pixels par 300 pixels. En l'occurrence, la plupart des panneaux d'affichage vont exploiter des nombres très très faibles de pixels et vont se reposer sur le fait que l'œil est un instrument relativement imparfait. Et par exemple ici, vous avez, pour afficher ce pictogramme qui est parfaitement lisible, seulement 46 pixels par 46 pixels. Ça va vous amener à des matrices d'affichage avec un pitch relativement important. Donc là, on a l'exemple d'une matrice d'affichage pour des panneaux à message variable routier avec une distance pixel à pixel de 12,8 mm. Donc la LED est travaillée de manière assez particulière pour avoir un angle étroit, être visible uniquement par les personnes qui arrivent sur la route et à longue distance. Et également, vous voyez, le PCB a une couleur qui est quand même assez inhabituelle. Donc autant dans l'éclairage, on va aller chercher des PCB qui sont au maximum blancs, autant dans la signalisation, on va aller chercher des PCB qui sont au maximum noirs. Donc tout simplement, puisque la perception que l'on a d'une LED de signalisation va être principalement liée au contraste de cette LED de signalisation par rapport au fond. Donc il faut qu'elle se détache du fond et c'est pour ça qu'on a des LED avec un boîtier noir. C'est moins bon pour l'efficacité lumineuse, même si on fait un effort pour que la LED reste blanche, vous le voyez ici au niveau de son réflecteur, mais ça vous permet de booster les contrastes au maximum et la perception de l'œil d'une image contrastée est 10 fois meilleure que la perception de l'œil d'une image d'un panneau d'affichage non contrasté. Donc ici, sur une LED RGB, on va retrouver dans le même boîtier trois die, trois écailles de silicium qui vont être reliées dans le même boîtier. Donc l'avantage de cette LED RGB, c'est que vous avez ici le rouge, le vert et le bleu. Et si on prend le diagramme de chromacité, CIE 1931 en l'occurrence, on va s'apercevoir qu'en modulant la quantité de vert, la quantité de rouge et la quantité de bleu, on va pouvoir afficher n'importe laquelle des couleurs qui est présente à l'intérieur de ce triangle. C'est aussi valable si vous avez une LED avec uniquement deux couleurs. Si vous avez une LED avec uniquement deux couleurs, vous allez pouvoir faire n'importe quelle couleur, du vert jusqu'au bleu en passant par ce cyan. Si vous avez deux LED, une bleue, une rouge, vous allez réussir à faire du violet, du bleu plus ou moins clair, du rouge et du rose, etc. La combinaison la plus couramment utilisée restant la combinaison de rouge et de vert qui vous permet de faire différentes teintes de orange, du jaune et du vert, en plus du rouge. Donc
n'hésitez pas à nous poser la question. Alors, c'est pas toujours facile dans la mesure où il y a des tolérances d'obtenir du blanc, mais pour obtenir des couleurs, ça reste assez facile. Donc, vous voyez ici, par exemple, des LED RGB vont réussir à vous produire des couleurs très très différentes. Euh, donc, ne comptez pas trop sur le fait de pouvoir produire de la lumière blanche avec des LED RGB, tout simplement parce que en température, les LED vont avoir des comportements différents. Donc quelque chose que vous avez réglé avec 33% de vert, 100% de rouge et 55% de bleu, en fonction de la température, en fonction des tolérances des LED, en fonction du vieillissement également de celle-ci, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui était bien blanc sur votre table et qui ne sera absolument plus blanc lorsque ce sera arrivé à l'extérieur ou que ça aura vieilli pendant quelques mois. Alors, maintenant, les applications UV. Donc les applications UV, elles étaient vraiment anecdotiques il y a encore quelques années, et on le voit depuis quelques mois presque, quelques années tout au plus. On s'aperçoit que les applications UV font leur entrée dans quasiment tous les domaines de l'industrie, du médical. Donc, quels avantages ont les UV? Alors, les UV vont permettre d'amorcer des réactions chimiques de manière extrêmement rapide. Donc, des réactions de réticulation, de polymérisation. Et là où on avait besoin de traiter avec de la chaleur, là où on avait besoin de traiter avec de l'humidité, du temps, certains produits pour générer leur durcissement, on va désormais utiliser des réactions UV. Et ces réactions UV, dans le cadre par exemple d'un vernissage, dans le cadre d'un collage, vont permettre d'obtenir en quelques secondes la résistance mécanique quasiment définitive d'un produit. Donc c'est une révolution, hein. Là, dans certains domaines où on utilisait des colles polyuréthane, on utilisait des colles époxy, bicomposantes, on utilisait des produits qui étaient assez nocifs et avec beaucoup de composés organiques volatiles, des silicones. Ici, avec les LED UV, on va pouvoir faire des assemblages très rapidement et obtenir ce qu'on appelle un TAC et un TAC free time, donc une durée avant. C'est-à-dire qu'on peut. Vous connaissez cette sensation quand on touche de la peinture fraîche, à partir d'un certain moment, vous sentez qu'elle colle quand même un petit peu, et au bout d'un moment, elle arrête de coller, même si elle n'est pas dure à cœur. Donc le TAC, c'est la force d'adhérence initiale. Et ici, on va retrouver des unités qui sont quand même spécifiques. Donc c'est le milliwatt par centimètre carré, le millijoule par centimètre carré, la profondeur de pénétration de la lumière et également la viscosité. Donc si on regarde en détail des colles qui sont utilisées pour faire de l'assemblage avec des UV, vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est qu'avec seulement 0,2 secondes à 2 secondes d'exposition aux UV sur certaines combinaisons de colle, on va réussir à vernir ou à coller des produits ensemble. Donc là, on est vraiment sur des révolutions à niveau process. Un produit qui peut rester des mois dans un fût va être, une fois exposé aux UV, capable d'assurer une rigidité structurelle, d'assurer la cohésion, d'assurer l'étanchéité d'un produit en quelques secondes tout au plus. Donc ces LED UV font leur entrée dans de nombreux domaines. Ça va de l'impression à l'automobile, en passant également par l'industrie. Alors une autre application, de l'autre côté du spectre visible, mais en dehors du spectre visible, c'est les applications infrarouges. Donc les applications infrarouges, hein, vous avez peut-être remarqué que le nombre de distributeurs sans contact augmente, la reconnaissance faciale augmente. Donc on va se baser sur ce qu'on appelle l'œil de silicium. Donc pour moi, l'œil de silicium, c'est la courbe de réponse d'une photodiode, par exemple. Donc ici, vous avez ce qu'on a déjà abordé tout à l'heure, la sensibilité de l'œil, donc du violet jusqu'au rouge. Et ici, j'ai tracé sur le même repère la sensibilité d'une diode en silicium, d'une photodiode en silicium. Donc vous voyez ici que toute la zone de sensibilité de l'œil est couverte par la diode en silicium, et au-delà également, au niveau des infrarouges. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'avoir une sensibilité qui est plus importante, et surtout de vous placer dans des zones
où l'œil ne détectera pas la lumière. Donc, en l'occurrence, ici, on n'est pas là, on est sur un récepteur et là, on est sur un émetteur. Donc, une LED infrarouge, on a différentes longueurs d'onde, on a une 940 nanomètres, 920 et 840 nanomètres, 920 à 940 nanomètres. Donc, vous voyez ici, une LED infrarouge, par exemple, va émettre une lumière qui ne sera pas visible par l'œil. D'où le fait qu'une LED infrarouge n'a pas d'unité photométrique, elle a uniquement des unités radiométriques, parce qu'elle est en dehors du spectre visible. Donc, quelles applications on va retrouver? Une application assez connue, qui est l'illumination infrarouge, qui va vous permettre d'avoir, même dans une condition d'obscurité pour l'œil humain, la possibilité d'éclairer une scène pour procéder à de la surveillance. Et également, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du reflective sensing. Donc, je vous ai enregistré avec un collègue un petit morceau de vidéo. J'espère que je vais réussir à le lire. Ah, je suis désolé, ça ne démarre pas. Et si tu changes de pointeur, Sylvain? Si tu remets ta flèche, peut-être? Pointer option, Si tu remets la j'enlève. flèche. Ah, voilà. Voilà. Donc, attention les oreilles. Donc vous le voyez ici, une application plutôt ludique du reflective sensing. Vous avez ici une photodiode. Alors attendez, je vais changer de pointeur du coup. Je vais reprendre mon pointeur ici. Ah, la vidéo ne s'arrête pas. Donc ici, vous avez un premier axe qui va jouer sur la hauteur de la note et ici, vous avez un deuxième axe qui va jouer sur le volume de la note. Ça vous permet assez simplement de dire, bah, ici, sur cet axe-là, lorsque je suis là, le son est grave, lorsque je suis ici, le son est aigu. Donc vous voyez, c'est pas uniquement quelque chose qui est binaire, c'est quelque chose que vous pouvez exploiter de manière analogique, qui est la réflexion des infrarouges qui sont émises par les deux diodes qui sont ici, réfléchies par la position du doigt et captées par cette photodiode qui est ici. De la même manière, ici, vous avez une émission d'infrarouge et la réflexion et le captage. Donc vous voyez un petit peu la facilité avec laquelle on peut implémenter un instrument de musique, en l'occurrence, c'est vraiment juste pour une démonstration. Mais ici, vous avez une application du reflective sensing. On peut avoir des applications beaucoup plus sérieuses de la détection de proximité, de l'ouverture de portes sans contact. Il y a beaucoup d'applications qui vont permettre de supprimer un certain nombre d'interactions physiques. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel. Ça a aussi d'autres avantages d'un point de vue industriel, d'un point de vue coût sur pas mal de systèmes. Ça va vous éviter d'avoir des faces avant complexes avec des boutons, avec des claviers à membrane, etc. Donc c'est un peu complémentaire des technologies capacitives pour le capacitive touch sensing. Ça va permettre de fonctionner par exemple au travers d'une plaque de verre épaisse dans certains domaines. C'est quand même assez intéressant. Donc la nouvelle application pour les LED, c'est l'application horticole. Donc dans la mesure en France où on fait relativement peu pousser de cannabis et que l'électricité est très peu chère et beaucoup de personnes me diront également que du soleil on en a à revendre, en particulier en Bretagne, les applications horticoles se sont moins développées en France que dans d'autres pays, mais elles commencent à arriver. Tout simplement pour produire localement des aromatiques. C'est d'autant plus important lorsqu'on commence à se soucier du fait que mes herbes aromatiques arrivent en avion d'Afrique. Se dire qu'elles ont été produites localement, également sans pesticides, puisqu'on est sur des environnements qui sont très contrôlés en humidité, en illumination. Donc les applications horticoles se développent même en France à un régime moindre que dans les pays où on peut l'utiliser pour faire des produits stupéfiants, mais on remarque que ça se développe. Alors pourquoi on retrouve des LED dans les applications horticoles? Tout simplement parce que les végétaux vont exploiter des longueurs d'onde spécifiques et comme vous l'avez deviné, ces longueurs d'onde sont principalement de l'ordre du bleu et du rouge.
tout simplement parce que les longueurs d'onde vertes, les végétaux les réfléchissent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont de couleur verte. Donc ici, vous voyez qu'en fonction de ce que l'on va souhaiter comme sollicitation au niveau de la plante, en fonction également des phases de croissance et du type de plante, on va avoir besoin d'un certain mélange euh, de bleu et de rouge, et également dans certains types de plantes, d'autres sollicitations lumineuses pour éviter que la plante grandisse indéfiniment, pour éviter certaines maladies. Donc là, en l'occurrence, l'avantage de ces LED horticoles, c'est de ne pas produire de longueurs d'onde qui ne sont pas exploitées pour la croissance de la plante. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle les photosystèmes, les systèmes de photosynthèse. Donc la chlorophylle A, la chlorophylle B, le bêta-carotène, présent dans certains végétaux, la carotte par exemple, les phytochromes et une fenêtre qu'on va appeler la PAR, Photosynthesis Active Region, ou range. Donc dans cette zone-là, lorsque vous allez solliciter les végétaux, ils vont avoir tendance, donc là en l'occurrence sur la chlorophylle A et B, on va activer la photosynthèse. Donc vous voyez ici, 650 nanomètres, on est sur le rouge, 450 nanomètres, on est sur le bleu. Les bêta-carotènes vont pouvoir exploiter également un petit peu de bleu-vert. Vous voyez ici que dans cette zone-là, entre le vert et le orange, on va avoir quasiment aucune efficacité pour la photosynthèse, pour la croissance de la plante, des longueurs d'onde allant du vert jusqu'au orange. Donc ça va être très intéressant, notamment comparé à des anciennes technologies. Donc vous le voyez peut-être quand vous passez au-dessus de champs ou à proximité sur l'autoroute, on en voit souvent. Donc là, vous avez les sodium haute pression dont je vous parlais tout à l'heure, les éclairages qu'on retrouve typiquement dans les tunnels. Un sodium haute pression va avoir des raies spectrales très très étroites. Et vous voyez, je vous parlais de faible indice de rendu des couleurs. L'indice de rendu des couleurs, il est faible tout simplement parce que ces sodium haute pression vont donner des raies lumineuses très très étroites qui vont pas permettre, par exemple, de discerner les nuances autour du vert, autour du orange. Donc ici, vous voyez que la LED va vraiment permettre de se placer dans la zone en gris ici, qui est utile pour la croissance des plantes. Donc vous voyez vraiment que ici, tout ce qui est éclairage fluorescent et éclairage metal halide et sodium haute pression vont malheureusement, même s'ils génèrent beaucoup de lumière, la générer dans une zone qui n'est pas forcément intéressante pour la croissance des végétaux. C'est pour ça que les LED en application horticole ont quand même de beaux jours devant elles, et je pense que dans les prochaines années, on ne verra plus du tout les mêmes couleurs sur le bord des routes que lorsqu'on regardera une serre de tomates. On verra principalement des couleurs rouges et violettes. Enfin, le résultat perçu par notre œil sera de l'ordre du violet, mais on aura un mélange en fait de rouge et de bleu. Voilà, j'ai débordé un petit peu sur le timing, j'en suis désolé. Merci pour votre attention. J'ai vu que quelques questions étaient arrivées. Donc, vas-y. J'ai répondu à la plupart des questions. Je vais juste reprendre la main un instant. Et puis voilà, tout est bien. On a la même image, c'est parfait pour la transition. Donc en effet, Sylvain, je te laisse jeter un œil pendant que juste je fais la transition. J'ai répondu à la majorité des questions que tu vois sur ton interface. Il y a les 3 dernières qui sont à partir de 11h57 que j'ai voulu te laisser, que tu peux en prendre connaissance. Donc voilà, je voulais juste rappeler l'interface pour les gens qui la cherchent. Elle est ici. Et puis, bien sûr, le replay seront disponibles dès cet après-midi au même lien ou à partir de lundi sur notre site internet Webinaire France, comme vous le voyez affiché ici. Et également, je voulais rappeler que le PDF de la présentation est déjà disponible sur l'interface. Vous pouvez l'ouvrir dès maintenant, si vous le souhaitez. Voilà, je vous en prie, vous pouvez vous poser vos questions. Donc la première question concernant la longueur d'onde et la puissance pour du curing UV. Alors, historiquement, le curing des cols UV était fait avec des tubes
UV plutôt que des LED, et on avait tendance à exploiter plutôt du 365-345 nanomètres. C'est possible de le faire avec des LED, mais c'est beaucoup moins efficace. Entre-temps, le fait que les LED sont devenus accessibles, les fabricants de colle UV ont eu tendance à modifier un petit peu ce qu'on appelle les photo-initiateurs dans leur mélange. Les photo-initiateurs, du coup, maintenant réagissent à partir de 405 nanomètres. Donc généralement, il faut regarder un petit peu dans la datasheet de la colle que vous utilisez. La plupart du temps, entre 385 et 405 nanomètres pour les colles récentes. Pour les colles plus anciennes, pour les vernis plus anciens, ayez tendance à privilégier du 365 nanomètres. Alors, c'est un principe analogue à la térémine, mais avec de l'infrarouge, oui. C'est ce qu'on appelle un térémint chez nous, parce qu'il rentre dans les petites boîtes de mint, les petites boîtes de menthe. Donc oui, le térémine qui a été réalisé pour faire une démonstration autour du sensing infrarouge. Alors, pourriez-vous indiquer une valeur standard pour les petites LED comme celle présente sur alors une valeur de courant standard ou une valeur de courant? Généralement, hein, dans une LED, maintenant, on ne met plus que 3, 4, 5 milliampères. On n'a plus besoin de monter à 20 milliampères si c'est la question sur le courant. Sinon, sur les valeurs standards, hein, c'est sur notre site SMCW, Surface Mount Chip LED Water Clear. Donc là, vraiment, on a des LED ultra standards, du 805, c'est des produits de commodité. C'est ce qui est présent sur le sapin, justement. C'est pour ça que je suis allé dessus. Accompagnez-vous le développement de guides de lumière? Non, pas spécifiquement sur la partie guide de lumière. Par contre, on peut vous préconiser un certain nombre de fabricants pour des optiques secondaires et des guides de lumière, hein. On va retrouver les plus connus, Carclo, Ledil, d'autres fabricants plus confidentiels au niveau des guides de lumière. N'hésitez pas en fonction des volumes. Moi, je suis issu de l'industrie de l'éclairage, donc je pourrais vous chuchoter quelques noms de fournisseurs de guides de lumière. Une valeur de puissance lumineuse. Une valeur C'est de la même puissance personne qui a lumineuse. posé la question auparavant pour les LED standards, sur les sapins, Ah, par exemple. une puissance radiométrique ou une puissance photométrique. Donc, si on est sur des puissances radiométriques, on est sur quelques milliwatts. Si on est sur des puissances photométriques, généralement, pour une visibilité en plein jour, on va compter de 300 à 2000 millicandela. Alors, pourriez-vous indiquer une valeur standard d'air sur le PCB pour avoir une très bonne dissipation de chaleur? Tout va dépendre du type de LED. Généralement, il y a une unité qui est assez connue, c'est le watt par pouce carré qui nous arrive des États-Unis. Généralement, j'ai tendance à dire pour avoir une bonne dissipation thermique, moi je fonctionne en décimètres carrés, c'est-à-dire que je compte 10 watts par décimètre carré. Donc si vous arrivez à mettre une surface d'1 décimètre carré avec une puissance de LED d'environ 10 watts, vous avez quelque chose qui est plus que raisonnable. Vous pouvez monter au-delà, bien sûr, avec des dissipateurs, avec de la convection forcée. Vous avez parlé de nouveaux procédés pour concevoir les LED sans fil d'or. Quelles sont les tendances actuelles? C'est ce qu'on appelle du chip scale package. On a beaucoup de changements. On a des LED transverses également. J'ai pas de support pour vous montrer ça, mais par exemple sur nos LED les plus récentes, on se passe du fil de bonding dans de nombreux cas.
Alors, sur les ampoules en panne, une LED est souvent noire. Ah, bah là, sur une ampoule en panne avec une LED qui est souvent noire, généralement, c'est que vous avez eu le fil de bonding ou la connexion électrique principalement, c'est du fil de bonding la plupart du temps, qui s'est transformé en fusible et que le binder a capturé tout ça. Donc il y a plusieurs modes de défaillance hein, pour une LED. On a l'électromigration, on a le circuit ouvert lié justement à l'ouverture du fil de bonding qui a fait fusible. Est-ce que la température est trop importante? Pas forcément. Généralement, c'est plutôt ce qu'on appelle des EOS, Electrical Overstress, qui vont générer des LED vraiment noirs. Si vous avez une LED qui est noire en particulier, voilà, c'est que son filament a joué le rôle de fusible. La température est un facteur aggravant, mais c'est pas forcément le seul problème qu'on va avoir. D'où viennent On ces arrive à la EOS? fin. Ah, bah, il y en a encore. Très bien. D'où viennent ces electrical overstress? Bah, on a plusieurs choses, hein. On va avoir des décharges électrostatiques, donc il faut qu'elles soient quand même assez importantes pour casser une LED, mais ça peut arriver. Généralement, les electrical overstress, ça provient d'une onde de choc, d'une surtension, par exemple au primaire d'un driver de LED, qui va générer un résiduel de surtension et de surintensité du coup au secondaire. Donc les electrical overstress peuvent provenir ça peut aussi venir dans certains cas de connexion à chaud des LED. Si vous avez un produit qui est régulé en courant, s'il est en circuit ouvert, il va avoir tendance à avoir une tension élevée dans la capa de sortie et vous allez brancher à chaud bien malgré vous des fois à cause d'un problème de connexion électrique ou de vibration et vous allez avoir tendance à générer des electrical overstress. Pour revenir sur l'optimisation du routage d'une LED SMD, le plan de masse n'a bien d'utilité que si un pad de dissipation thermique est présent. Oui, mais des fois, on peut retrouver alors avec seulement un autre cathode. Donc, généralement, il faut se renseigner. Vous pouvez voir ça dans la datasheet, mais des fois, on va combiner l'anode ou la cathode avec la dissipation thermique. Donc c'est le cas assez régulièrement sur les LED qu'on appelle 56-30, 30-30, 50-50, 35-35. On va pouvoir regrouper les rôles électriques et thermiques. Vous n'avez pas forcément de séparation systématique entre les rôles de dissipation et les rôles électriques. Mais ça peut être très intéressant des fois d'avoir cette séparation et de relier. Alors pour information, hein, on peut avoir au niveau d'une LED la possibilité de relier ou non à un potentiel électrique le pad de dissipation thermique. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Germain, je pense qu'on t'a perdu ou que tu n'as pas Autant pour rallumé ton moi, j'étais en micro. train de parler, mais sans micro. Voilà, j'étais justement en train de dire qu'en effet, il n'y a pas de nouvelles questions pour le moment. On a répondu à toutes les questions, même à l'écrit. Euh, Certains ont évoqué les sapins qui étaient apparents sur la photo précédente. C'est justement une action qu'on est en train de faire avec tous nos commerciaux sur le terrain qui sont en train de les distribuer à nos clients. Et si certains d'entre vous sont intéressés, il y a des kits à confectionner qui peuvent être soudés en famille. Si vous voulez montrer à vos enfants ce que vous faites dans votre lab, on a ce genre de kits qui sont en train d'être distribués par nos collègues. Vous pouvez en faire la demande également si vous le voulez. Et derrière, on vous propose de le partager, comme c'est le cas ici à l'image, pour faire un peu le buzz sur ces sapins de Noël et aussi également illuminer nos fêtes de fin d'année. Voilà, Sylvain, moi j'en ai terminé, j'ai pas d'autres questions. Je te laisse clôturer si tu veux faire un petit message d'au revoir. En tout cas, moi je veux juste te dire merci à toutes et à tous pour votre présence, puisqu'il y a encore eu du monde. C'était le dernier webinaire de l'année, année un peu exceptionnelle, qui nous a fait nous reconvertir pas mal en digital. Et ben voilà, c'est terminé. On se dit à l'année prochaine, puisqu'on a déjà un programme pour 2021. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Sylvain, je te laisse le mot.
Bah merci, j'espère qu'on passera en 2021, parce que j'ai entendu hier que Monsieur Jean Castex avait annulé le nouvel an, donc voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc si possible en 2021 pour de nouveaux webinaires ou pour l'année qui vient. Merci et bonne fête à tous.